Comment ça va? Comment allez-vous, alors? Quelqu'un a un peu trop bu là-bas au Kazakhstan, et il a commencé à tourner en rond et il a renversé le sapin du village. C'était à Saryagash, au Kazakhstan, où, eh bien voilà. Ce jeune homme a déclaré à la police qu'il voulait contourner l'arbre, mais a perdu le contrôle. Et le véhicule, eh bien, il s'est tout simplement écrasé contre lui. Et puis, eh bien, sur une autre image également surprenante, on voit ces inondations au Maroc. Voyez ce pays désertique d'Afrique du Nord, pourtant sujet à de fortes pluies. Eh bien, ont-ils aussi eu ces inondations dans d'autres régions du monde? Eh bien, face à cela, n'est-ce pas? Là-bas, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ils abattent un drone. Ils montrent comment ils abattent un drone. Et donc, eh bien, d'après ce qu'ils rapportent, ce drone transportait, eh bien, un certain type de substance illégale. Voilà le moment où ils abattent ce drone, selon ce qu'a rapporté un agent. Donc là, ce sont ceux qui surveillent la frontière, non? En gros, eh bien, c'est une partie, disons, de ce qui se passe là-bas. On dirait qu'ils transportent un paquet, non? Apparemment, eh bien, c'est ce qu'ils montrent, du moins sur cette image. Une autre situation également importante, écoutez ce que dit le pape. On va écouter. Les choses qui me rendent très triste ces jours-ci, c'est le fait qu'apparemment la Russie a refusé la Russie. Eh bien, la Russie aurait refusé d'avoir une trêve au moins les 24 et 25, comme cela avait été demandé. On leur avait demandé les 24 et 25. Laisse ceux qui célèbrent Noël tranquilles. Et ne bombarde pas les civils, ne bombarde nulle part, ne tire pas. Eh bien, la Russie l'a totalement rejeté, dit-il. Sans aucun doute, l'une des choses qui me rend le plus triste ces jours-ci, c'est que la Russie ait apparemment rejeté la demande d'une trêve de Noël. Une fois de plus, je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles célèbrent, au moins pendant les fêtes de la Nativité du Sauveur, une journée de paix. Peut-être qu'ils nous entendront et qu'il y aura un 24, une journée de paix mondiale de 24 heures, a-t-il déclaré à la presse. Eh bien, c'est ce que dit le pape Léon XIV. Dans une autre situation, un incendie a été signalé dans le lotissement Hacienda Jardin, à Tutepec, dans l'État de Mexico. Selon les services d'urgence, les habitations près de Cuautitlán ont été évacuées. On voit aussi ceci, eh bien, ce phénomène qui semble constant, n'est-ce pas? Cette fois-ci à Saratov, dans une raffinerie qui aurait également été attaquée en ce moment par l'Ukraine, dans laquelle, eh bien, l'idée est d'essayer d'affaiblir la partie énergétique russe pour arrêter, mais aussi encourager la guerre. Une autre image surprenante aujourd'hui, c'est celle-ci. Justement, en parlant de cette même guerre, des drones ukrainiens auraient attaqué une usine de caoutchouc à Yerefrebov, dans la région de Tula, en Russie. Une autre image marquante, c'est celle-ci. Écoutons ce commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Des militaires récemment arrivés de la 82e région des fusiliers motorisés de Russie ont publié ceci, où ils expriment leur indignation face aux actions de leur commandement russe. Ils disent être envoyés en mission avec très peu de chances de survie, presque des missions suicides. Ils qualifiaient les positions occupées par les forces ukrainiennes de forteresses et soulignent que très peu de camarades reviennent vivants de ces missions. Ainsi les Russes se plaignent, les jeunes Russes qui sont envoyés dans une guerre où, selon eux, la probabilité de revenir en vie est très faible. Et bon, c'est en quelque sorte une partie de la plainte que ces jeunes expriment face à cette situation. Et bon, face à ce qui se passe dans le monde, les avancées technologiques continuent également de se produire. Et regardez ce que fait l'Inde en ce moment. Selon ce que publie Mubarak Pudi lui-même, le Premier ministre de l'Inde aurait félicité pour ce lancement d'une fusée qui enverrait un satellite. Un satellite spatial, le plus grand jamais lancé, le satellite le plus grand, le plus lourd jamais lancé depuis le territoire de l'Inde. Cela fait partie de ses propos. Bravo à nos scientifiques et ingénieurs spatiaux pour leur travail. Selon ce qu'il rapporte, il dit que l'Inde continue de s'élever dans le monde spatial. On l'appelle Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, on montre ces images, regardons-les, écoutons un peu ce que montre la Finlande. Eh bien, la Finlande montre ses entraînements. Et en fait, à partir de 2026, d'après ce qui est rapporté,
À partir de 2026, la question militaire va énormément augmenter là-bas, dans ce pays. La Finlande va élargir sa force de réservistes à 1 million. Le gouvernement va relever la limite d'âge pour les réservistes de 60 à 65 ans. Si tu as 65 ans ou moins et que tu es finlandais, tu peux être réserviste en Finlande. Dès le 1er janvier 2026, 125 000 réservistes seront intégrés sur 5 ans pour renforcer la défense nationale, selon l'annonce. Eh bien, c'est en quelque sorte une partie de ce que montre la Finlande. Aussi, regardez cette image vérifiée par vous-même. C'est Howard Buffett, un homme d'affaires, ce n'est pas Warren Buffett, mais Howard Buffett, un autre homme d'affaires américain qui a montré cette image. C'est partagé par la police ukrainienne. Il y a des fondations, il y a la Howard Foundation ou la Howard Buffett Foundation, dont le but est de donner de l'argent pour aider à déplacer les personnes en danger. Howard Buffett, avec les agents de police, a pu évacuer 200 personnes se trouvant dans des zones dangereuses de la région de Kharkiv. Lors de la visite, M. Buffett a personnellement participé aux efforts d'évacuation et a été témoin de première main de la dévastation causée par la guerre contre la Russie. En signe de gratitude et de collaboration, les policiers ont offert à Buffett l'écusson de leur unité. Un symbole de confiance, d'unité et d'engagement pour sauver des vies, aurait déclaré la police nationale. Eh bien, ce sont de gros investissements financiers pour pouvoir évacuer des personnes qui se trouvent dans des zones à risque en pleine guerre. Et soudain, le simple fait de sortir nécessite de l'argent, nécessite une opération, nécessite des ressources. C'est essentiellement une partie, disons, de ce qui se fait là-bas en Ukraine aussi. Une autre image a attiré l'attention, regardez, dans cette partie-là. On peut voir depuis la station spatiale le 3 et Atlas, on peut les apercevoir là-bas au fond. Ce sont des moments vraiment intéressants. C'est à ce moment-là que, comme on dit, la station spatiale parvient à capturer cet instant, le moment le plus proche, n'est-ce pas? Cela aurait été enregistré vers le 19-19-20 de ce mois de décembre, et on arrive à le capturer. Avec une énorme queue, et ça c'est très intéressant. Cela fait partie de ces étrangetés d'une queue aussi longue, qui s'est maintenue, déjà plus longtemps que prévu, affirment du moins certains. Passons maintenant à d'autres informations, abordons aussi d'autres sujets importants. Abordons plusieurs sujets mondiaux. Nous évoquerons ensuite les propos du Noé moderne. Vous vous souvenez de ce monsieur d'Afrique qui dit qu'un déluge va arriver dans les prochaines heures? Il dit que la planète va être complètement inondée. On va parler tout de suite de ce qu'il dit. On va aussi parler de ce qui s'est passé à Taïwan, un énorme séisme qui a eu lieu à Taïwan. Il y a aussi des images de ce qui se passe sur le volcan et la WEA qui projettent aussi d'énormes jets de lave. Très intéressant, vraiment, les images sont très intéressantes. Mais nous vous avons montré plusieurs sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Comment l'or a explosé de façon impressionnante, la valeur de l'or atteignant un nouveau record historique. Ici, nous voyons l'image, je ne sais pas si on peut la voir, la voilà, regarde cette ligne qui est ici. C'était le précédent record historique en octobre, et maintenant, il y a un nouveau record historique. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est le platine, l'argent, le cuivre, tout ce tas de, valeurs de ce type qui ont explosé. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces mouvements se produisent. L'or bat tous les records historiques de prix élevés et entraîne les métaux dans une hausse. L'incertitude mondiale, affirme-t-il. Le chaos qui règne sur de nombreux sujets géopolitiques a provoqué une méfiance. L'or bat tous les records et entraîne les métaux. L'incertitude mondiale, la faiblesse du dollar et l'essor de l'intelligence artificielle poussent les métaux précieux et industriels à des prix historiques. À la clôture de 2025, les prix des métaux connaissent une clôture explosive, avec l'or, l'argent et le cuivre atteignant des sommets historiques, selon l'analyse de Agence France Presse. L'agence France Presse déclare ceci, voyons. L'or et l'argent retrouvent leur rôle traditionnel de valeur refuge. Les tensions géopolitiques depuis Gaza, l'Ukraine et d'autres pays
font que cela met la pression sur les États-Unis et l'Europe. La question du Venezuela et d'autres sujets régionaux attirent l'attention, ainsi que la bulle de l'intelligence artificielle. Et la croissance incontrôlée de la dette publique des États-Unis, du Japon et d'autres grandes économies a fait de l'or une valeur refuge plus stable. Le dollar perd de son éclat, et les refuges traditionnels comme lui ou les bons du Trésor américain ne sont plus aussi attractifs. L'incertitude politique des États-Unis et les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale affaiblissent le dollar, poussant encore davantage les capitaux vers l'or. Ils disent, si le dollar n'est pas stable, ils vont vers l'argent, vers l'or, vers le cuivre, tout simplement. En 2025, il a augmenté de 70%, l'or a dépassé les 4 500 $. Là, il a déjà rebondi un peu avec une petite ligne rouge. Ici, si on arrive à le voir, approchons-nous. J'ai fait une petite correction. Malgré tout, cela reste au maximum, voici la correction. Ici, c'est monté jusqu'à 4 500, maintenant c'est à 4 000 ou 480. L'argent a atteint le record historique de 72 $ l'once, le cuivre au-dessus de 12 000 $ la tonne. Et pendant ce temps, le platine, le palladium et d'autres métaux, 1000 la tonne, les minéraux, etc., ont continué à augmenter. Il y a une énorme demande pour ce type de valeur. Ça aussi, c'est important, non? Passons à d'autres sujets, allons à d'autres questions également importantes. Les 20 points du nouveau plan des États-Unis et de l'Ukraine pour la paix ont déjà été présentés par Vladimir à Vladimir Poutine. Alors passons aux détails de ce que l'on sait, de ce qui a été publié en ce moment dans ces 20 points. Oui, mettons-nous ici à l'écran, voyons si c'est possible. Il dit, voyons si on le laisse ici. Il dit, Zelensky a révélé pour la première fois les 20 points du plan de paix de l'Ukraine. Tout d'abord, la confirmation de la souveraineté de l'Ukraine. Le numéro 2, un pacte de non-agression signé entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine recevra de fortes garanties de sécurité, selon ce qui est mentionné au point numéro 3. Il est précisé que les forces armées de l'Ukraine seront limitées à 800 à 800 000 membres en temps de paix. Ce serait cette limite, disons, pour le pays, il ne pourrait pas avoir plus de soldats. Les États-Unis, l'OTAN et l'Europe vont fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité analogues. Dans des articles similaires à l'article 5 de la Charte, il y aurait en gros un article 5, mais fait pour l'Ukraine. En cas de nouvelle invasion de la Russie, il faudrait apporter une nouvelle réponse militaire et réimposer des sanctions contre la Russie. C'est-à-dire que si l'Ukraine est attaquée à l'avenir, les pays européens, les pays de l'OTAN et maintenant les États-Unis devraient intervenir. La Russie, affirme-t-il, adopte une politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine dans toute sa législation. C'est-à-dire que la Russie s'engage à ne pas attaquer l'Europe, mais ne s'engage pas à ne pas attaquer l'Ukraine. L'Ukraine devient membre de l'Union européenne dans un délai prédéterminé, avec une date d'adhésion fixe. Un paquet de développement global sera aussi créé et défini dans un accord d'investissement séparé. Merci. Il y aura également la création de plusieurs fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, d'une valeur totale de 800 milliards de dollars. L'accord inclut aussi un libre-échange entre les États-Unis et l'Ukraine. L'Ukraine ne cherchera pas à se doter d'armes nucléaires, c'est aussi l'engagement numéro 12 selon la centrale nucléaire de Zaporijia, sans concession. Les États-Unis proposent une gestion trilatérale avec un rôle clé pour la partie américaine. L'option de Kiev est une gestion conjointe entre les États-Unis et l'Ukraine sur une base. D'autre part, il y a aussi le numéro 13, l'introduction de programmes éducatifs dans les écoles visant à développer la tolérance, la compréhension interculturelle et l'élimination du racisme et des préjugés. Le numéro 14 serait également une question territoriale. L'Ukraine propose que la Russie se retire vers les régions de Dnipropetrovsk, Nikolaïev, Soumy et Kharkov, situées dans Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson. Le principe du « nous restons là où nous sommes » s'applique-t-il?
Oui, la Russie exige le retrait de l'Ukraine de la région de Donetsk. Les États-Unis proposent une zone économique libre en compromis si aucun accord n'est trouvé sur le principe « nous restons là où nous sommes ». L'option de la zone économique libre ne sera possible que par un référendum en Ukraine qui devra être soumis au vote selon le document. Désormais, la Russie et l'Ukraine s'engagent à ne pas modifier les accords par la force, c'est-à-dire à ne pas modifier les accords par la force, à ne pas modifier les accords par la force. La Russie n'empêchera pas l'Ukraine d'utiliser le fleuve Dnipro et la mer Noire à des fins commerciales. Le cordon littoral de Kimbour sera démilitarisé, selon ce que dit ce point, le numéro 17. Un échange de prisonniers pour tous, cette fois-ci, les prisonniers de guerre d'Ukraine et de Russie devaient en être renvoyés. Le retour des civils, des enfants et aussi des prisonniers politiques était également prévu. L'Ukraine s'engage à organiser des élections dès que possible après la signature de l'accord. De plus, l'accord sera juridiquement contraignant et supervisé par le Conseil de la paix, présidé par les États-Unis. Sans ceci. De plus, une fois que toutes les parties auront accepté les conditions établies, il sera remis et entrera en vigueur immédiatement. La région. Un régime de cessez-le-feu total entrera immédiatement en vigueur, c'est-à-dire qu'au moment où cela sera accepté, un cessez-le-feu total commencera immédiatement. C'est la proposition, il y a des points en faveur de la Russie, il y a des points en faveur de l'Ukraine, c'est ce qui aurait été obtenu en ce moment. Est-ce déjà présenté à Vladimir Poutine? Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que Kirill Dmitriev a remis au chef suprême russe les détails des négociations tenues à Miami avec des envoyés spéciaux et des Ukrainiens. Donc Vladimir Poutine a déjà cela entre ses mains. Et il serait important de voir s'il y a une réaction positive, négative ou un quelconque ajustement. Le point, c'est d'obtenir la paix le plus rapidement possible. Mais bon, il n'y a toujours pas de réponse. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est important. Y a-t-il eu un crash d'avion où se trouvait le chef d'état-major de la Libye? Oui, et maintenant, on dit qu'ils ont déjà récupéré la boîte noire, n'est-ce pas? Les autorités turques ont déjà récupéré la boîte noire de l'avion transportant un chef militaire libyen, qui s'est écrasé. Et l'appareil s'est écrasé après avoir décollé près d'Ankara. Et les informations recueillies par l'enregistreur seront la clé pour déterminer réellement ce qui s'est passé maintenant. Eh bien, parce qu'on a dit que c'était une panne mécanique, mais en réalité on ne sait pas, non, tant que ce n'est pas vérifié. Non, eh bien, on ne sait pas, non, il faudra attendre, il faudra donner tous les détails, non. Donc, mais nous resterons attentifs pour voir ce qui se passe, non? Ce qui se passe. En ce sens, s'il y a eu ou s'il y a vraiment eu un problème mécanique ou autre chose, cela aussi devra être détaillé. Non, passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Rappelle-toi que nous vous avons déjà parlé d'une situation, une autre voiture piégée là-bas en Russie. Oui, ou, eh bien, on voyait hier soir quelques policiers dans la zone, etc. Dans la même rue où il y a eu un attentat contre un général. Eh bien, ils enquêtent. Tu sais ce qui se passe maintenant? 3 personnes auraient perdu la vie lors de cet attentat. En plein centre de la capitale russe, c'était tout près. Résultat de l'attaque ayant éliminé un général russe de haut rang. On sait qu'il y avait 2 policiers et une 3e personne qui ont perdu la vie. Cela s'est passé aujourd'hui, mercredi, mais nous avons dû en parler mardi, car en Russie c'était déjà mercredi. Alors ça, on a dû un peu anticiper le sujet, même si je dis à l'avance, entre guillemets. Non, parce qu'il faisait déjà nuit et il n'y avait que les premiers rapports. Non, il n'y avait pas d'informations. Hier soir, on ignorait ce qui s'était passé, on savait juste qu'une voiture piégée avait explosé. On sait maintenant qu'il y avait 2 policiers et une 3e personne présente. Alors nous verrons si la 3e personne a des implications avec la question de l'Ukraine ou si elle n'a tout simplement rien à voir avec cela. Pour l'instant, les autorités russes n'ont pas pu révéler la raison de l'élimination de l'ancien général. On ne sait pas, ils disent que toutes les possibilités sont là, ouvertes, et bon, on continue à travailler sur ce sujet. 2 attaques à un jour d'intervalle n'attirant pas l'attention, n'est-ce pas? Oui, c'est très étrange.
Passons à un autre sujet. Eh bien, ça surprend encore une fois. Impressionnantes, ces sources qu'on appelle des fontaines de lave. Cette fois-ci, c'est l'épisode numéro 39 du Kilauea. Il y a quelques jours, c'était l'épisode 38. Eh bien, la fissure maintenant. Au nord comme au sud, des fontaines de lave impressionnantes jaillissent. La hauteur de ces fontaines de lave est de 210 mètres. Imaginez-vous, 210 mètres. Enfin, l'une d'elles n'est pas la plus grande, mais c'est l'une des plus grandes. Nous parlons de fontaines de lave qui sont de la taille de grands immeubles, plus grandes par exemple que la tour latino-américaine de Mexico. Non, celle-ci. Enfin, c'est vraiment impressionnant, non? Par exemple, la hauteur de l'immeuble. Ce Rockefeller, non, par exemple, qui est déjà assez célèbre aux États-Unis. Il fait 259 mètres, celui-ci mesure 210 mètres, il atteint presque la hauteur du Rockefeller. Par exemple, non. Enfin, oui, c'est impressionnant, non. Ou, par exemple, la tour Eiffel, non. Eh bien, elle mesure aussi un peu plus, un peu moins de 300 mètres, ou presque 300 mètres, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Imaginez-vous voir la tour Eiffel un peu plus haute que ces fontaines de lave. Non, attends, oui, c'est hallucinant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils attendent pour les prochains mois au Kilauea? Tout d'abord, il faut dire que c'est un volcan qui présente généralement une activité par cycle. Oui, donc cette partie du Pacifique, à Hawaï, présente généralement à la fois une activité sismique importante ainsi que ses activités du Kilauea. Pour le moment, il n'est pas possible de s'approcher davantage de l'endroit afin d'éviter de s'exposer à ces sources de lave. Le volcan Kilauea, le volcan le plus important. Là-bas, comment ça s'appelle, d'Hawaï, eh bien, il présente non seulement beaucoup d'activités, mais même une activité sismique. Non, cela aussi, il faut en tenir compte, et parmi les données peut-être les plus intéressantes du Kilauea et de toute cette activité qu'il a eue. C'est l'un des volcans non seulement les plus actifs, mais c'est, affirme-t-il, le plus grand en termes de la façon dont l'activité se manifeste. L'éruption a été intermittente pendant des décennies, affirme-t-il. Le nom Kilauea signifie le cracheur, ou celui qui zankikash e pekrai mishonash, sekshi dehain e sipaha, ou celui qui projette. Oui, en hawaïen, cela évoque l'idée d'expulser du feu ou de la lave et le repos. C'est-à-dire, c'est quelque chose de normal pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils le signalent. Ce volcan ne dépend pas des plaques tectoniques. En entrant en collision, Hawaï bouge, mais ici, la lave continue de sortir du cratère. Lemauma a eu un lac de lave visible, ce qui est extrêmement rare sur la planète. Aussi, eh bien, ils assurent que cela peut avoir des effets sur d'autres îles, car l'activité peut devenir assez intense. La lave peut atteindre environ 1150 degrés Celsius, et heureusement, c'est un volcan qui n'est pas explosif. Un volcan qui crache beaucoup, mais qui n'explose pas comme d'autres volcans, comme pourrait exploser par exemple le Yellowstone et d'autres volcans. Face à cette activité, oui, cela attire l'attention. D'ailleurs, dans ces épisodes, on pourrait considérer que, entre guillemets, c'est un peu normal, c'est ce qu'on voit habituellement. N'est-ce pas? Bien sûr, il peut passer des mois dans le calme et ensuite tout cela revient. Ce ne sont pas vraiment des cycles comme je vous le dis, non. Il y a peu de cendres qui sortent, par exemple. Non, c'est important, même si cela peut produire des gaz toxiques qui peuvent affecter les poumons, qui peuvent affecter le climat local, par exemple. Oui, cela aussi, il faut le prendre en compte pour les personnes qui vivent dans cette région, n'est-ce pas? Le Kilauea, le Popocatépetl, le Semeru, etc. Le volcan de feu, celui du Guatemala, ne sont pas des volcans, mais ceux-ci sont des volcans très actifs, vivants, n'est-ce pas? Qui sont constamment en train de produire soit des fumerolles, soit des éruptions, ou, dans ce cas, des fontaines de lave. Impressionnant, non? Mais passons à d'autres sujets importants. Et nous te racontons ce qui s'est passé là-bas, à Taïwan, et ce qui s'est aussi passé en Afrique.
avec ce Noé qui affirme que la fin du monde est déjà là, qu'en fait elle est sur le point d'arriver. Pour eux, selon leur vision, on va parler tout à l'heure de combien de fins du monde on a vécu, auxquelles on a survécu, n'est-ce pas? Abordons d'autres sujets importants. Sur d'autres sujets, avant de passer à Taïwan et à d'autres affaires, laissez-moi simplement vous dire qu'Israël attaque le sud du Liban. Alors que la date limite pour désarmer le Hezbollah approche, il y a un engagement qui n'est pas respecté, à savoir l'idée que l'armée libanaise désarme le Hezbollah. Comme je l'ai dit, cela n'est pas encore arrivé. Ici, c'est la frontière. Ici, c'est Israël. Tout cela, oui. Et ici se trouve la frontière entre le Liban, qui est au nord d'Israël, le sud du Liban. C'est ici que les attaques ont lieu. Les attaques ont été, selon eux, la dernière violation d'un cessez-le-feu qui durait depuis 1 an, qui visait ce qu'Israël a qualifié de site du Hezbollah, c'est-à-dire des dépôts et des bases. Tout cela, Israël a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud du Liban contre ce qu'il a qualifié d'infrastructure du Hezbollah, ce groupe terroriste basé au Liban mais dirigé depuis l'Iran. Alors que la date limite du Nouvel An approche pour que l'État libanais désarme complètement. Et je pense qu'il ne le fera pas. Je veux dire, il reste très peu de temps, nous sommes déjà le 24 décembre, il ne reste que quelques jours pour désarmer complètement Hezbollah, mais cela semble improbable. Des avions de guerre israéliens ont bombardé la vallée d'Oumin, Guadalajara et aussi Namerilla, dans la région sud de Nebatiet. Cela s'est produit ce matin, heure israélienne, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi 24. Les habitants ont signalé que des drones israéliens continuent de survoler la zone, ainsi que d'autres régions du sud du Liban et la vallée orientale de la Bekaa après les attaques. C'est en quelque sorte ce que l'on vit au Moyen-Orient, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix en ce moment non plus. Voilà la situation, passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes. Que se passe-t-il à Taïwan avec ce séisme assez intense ? La caméra de sécurité a filmé ce moment. Ça lui a fait une sacrée peur à cette dame qui s'est mise à crier « Aujourd'hui, 24 décembre, ce séisme à Taïwan lui a vraiment fait peur ». Voilà une autre image prise au même moment, on voit aussi les petits chats. Ah non, celui-ci, non, ce n'est pas le séisme. C'est aussi en Asie. Dis, mais c'est au Cambodge. Je pensais que c'était le séisme. Et donc il y a plusieurs images qui ont circulé. Là, on voit les petits chats qui ont aussi eu une sacrée frayeur dans cette région du monde. À Taïwan, juste sur la côte, en face de la côte, en face du territoire taïwanais, ce séisme s'est produit. Qui, a été estimé à 6,1 à 6 ou à 5,9, cela dépend de qui le rapporte. Mais la dernière donnée des États-Unis l'estime à 6, un tremblement de terre de magnitude. 6, c'est ainsi qu'ils l'ont enregistré. Voilà, tremblement de terre à Tiatung, à Taïwan, avec une profondeur de 10 km. Cela aurait eu lieu aujourd'hui, le 24 décembre à notre heure. Ce serait la nuit, non? J'imagine que là-bas, ils auraient déjà une autre heure, mais pour nous, ça tombe en pleine nuit. Je salue Marcia Alexandre. Jusqu'à Taïwan, qui nous a prévenus au moment où le séisme se produisait, elle nous a envoyé le message via Telegram. Non, je la remercie, je salue Marcia Alexandre. Et je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui nous regardent depuis Taïwan ou depuis l'Asie. Mais je sais qu'il y a bien une communauté hispanophone qui nous regarde ou qui parle espagnol et qui nous regarde depuis là-bas. Merci, je vous adresse un grand salut. Qu'est-ce qui s'est passé avec le séisme ? Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent ? Quels ont été les problèmes ? Pour commencer, cela s'est produit dans le sud-est de Taïwan, selon les rapports.
Et donc, d'après ce qu'ils disent là-bas à Taïwan, ce séisme aurait été de magnitude 6,1 selon la version de ce pays. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, disons qu'au final, celle qui compte, je pense, ce n'est pas celle des États-Unis, qui n'est aucune base, mais au final, chaque pays a sa propre façon de mesurer les séismes, ses propres scientifiques et ses propres sismologues, n'est-ce pas ? Le tremblement de terre de magnitude 6,1 dans le sud-est a été ressenti dans la capitale et a déclenché les alertes, même si pour l'instant, aucun dégât important n'a pu être confirmé. Un séisme a frappé ce mercredi le sud-est de Taïwan, avec un épicentre dans le comté côtier de Tehatun. Selon les données officielles de l'administration météorologique de l'île, le mouvement tellurique s'est produit à une profondeur de seulement 11 km, soit 11,9 km de profondeur. Le facteur lequel ? C'est pourquoi la secousse a été si forte, non ? Vous avez vu la dame crier ? Non. Il n'y a pas de rapport de dommages immédiats ni de victimes signalées, jusqu'à présent. Selon l'Agence nationale des pompiers, les autorités maintiennent une surveillance active en cas de forte réplique possible. Le même géant technologique, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a indiqué que le séisme n'a pas atteint le seuil nécessaire pour évacuer ses usines, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'évacuation. Voyez-vous, c'est un signal clé pour les marchés mondiaux, étant donné le rôle crucial des entreprises dans les chaînes mondiales de semi-conducteurs. Eh bien, sans interruption immédiate, la production continue donc, il n'y a pas non plus de chute des valeurs dans le secteur des semi-conducteurs. Taïwan se trouve près de la convergence de deux plaques tectoniques, ce qui en fait l'une des zones sismiques les plus actives d'Asie. Il faut rappeler qu'en 1999, il y a eu un séisme de magnitude 7,3 lors duquel 2000 personnes ont perdu la vie. En 2016, il y a également eu un fort séisme au cours duquel 100 personnes ont perdu la vie. Ce sont donc des régions du monde avec une forte activité sismique et un potentiel de séisme énorme, mais aussi avec une infrastructure assez solide, et qu'ils ont amélioré au cours des dernières décennies. Justement, à cause de ce qui s'est passé dans le passé, ils ont donc travaillé sur l'infrastructure, ils ont travaillé sur la prévention, et voilà, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Voilà, c'est donc un sujet qui n'est pas important pour le monde. Au fait, quelles ont été les zones les plus actives ? Puisque nous parlons rapidement des séismes, quelles ont été les zones les plus actives ? En ce moment, comme vous pouvez le voir, eh bien, rien de surprenant, très peu de séismes en réalité. C'est-à-dire, ensuite, il y a eu un autre séisme qui s'est produit à Guam. Pratiquement, ce séisme n'était pas très fort, de magnitude 5,3 voyons. Mettons à jour pour voir si c'est resté comme ça. Ah non, ce n'est pas si faible, 5,7. Plus ou moins, environ, voilà. Donc c'est l'activité qu'il y a eu dans le monde. Si on observe, eh bien c'est une partie, c'est-à-dire ces séismes, mais voilà. Ces séismes près de Guam font aussi partie du Pacifique, du fameux cercle de feu. Là où se trouve Taïwan, là où se trouvent les Philippines, là où se trouve ce séisme à Guam. Hier et avant-hier, il y avait une zone d'essaim sismique dans cette région. Plusieurs séismes de magnitude 5 répliques du précédent de magnitude 7. Vous vous souvenez, c'était de récent ? Et puis il y a cette zone du Kamtchatka qui a aussi connu pas mal d'activités ces derniers mois, n'est-ce pas ? Il y a aussi des volcans et des séismes dans cette zone, dans la partie la plus au sud du Kamtchatka. Cette zone russe en face du Japon a aussi connu pas mal d'activités. Non sans évoquer ce qui se passe en Alaska qui a aussi connu beaucoup d'activités. Nous l'avons déjà mentionné, c'est une zone très normale, tout cela ici, même si ce qui attire l'attention, c'est ce qui se passe près d'Anchorage, ainsi que ce mouvement que nous avons observé. C'est ce petit bout d'un essaim dans une zone où ce genre d'essaim n'est pas si courant, n'est-ce pas ? Et parmi ce que nous avons vu en direction de la Californie, eh bien, ce qui a été observé, c'est cette zone de San Francisco. Ça s'appelle San Ramon, il me semble, ou Don Ramon. Non, pas Don Ramon. Mais bon, c'est cette zone, il y a eu de l'activité, c'est cette zone par ici, ou Ramon, je ne pense pas que ça s'appelle San Ramon. Regarde, c'est ici, c'est dans cette zone que ça se passe. Même si le séisme, et c'est maintenant ici, dans cette zone, il y a eu un essaim qui, eh bien, a aussi attiré l'attention.
Si on regarde la dernière semaine et qu'on affiche toutes les magnitudes, eh bien c'est cette zone qui a présenté une activité, disons, importante. Disons non, enfin, bon, c'est ici, regardez, ici c'est San Ramon, voilà, regardez, San Ramon, c'est bien ça. C'est-à-dire s'il y a beaucoup d'activités dans un petit secteur sur les 7 derniers jours, non? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, non? Au fait, un énorme salut à la communauté ici, un grand salut à tous ceux qui nous regardent en différé. Je sais que certains fêtent actuellement, mais regarde, il est là. Mars Alexandre, comment vas-tu? Merci pour ton rapport. C'était vraiment tôt pour moi, au petit matin, et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit qu'il y avait un séisme, j'ai dit je ne vais rien faire d'autre, et j'ai dit bon, eh bien merci pour le rapport, Mars. Nous restons attentifs via la télévision et Telegram. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne, je reçois aussi vos messages directs. Allons donc à ce que dit le Noé moderne, qui en gros est en train de faire ses adieux au monde. Allons-y. Non, nous n'allons pas à ça. Eh bien, c'est lui le Noé moderne. En gros, on l'appelle le prophète Ebonoa, c'est-à-dire il s'appelle Ebonoa, et il prétend être prophète. Je ne sais pas si c'est simplement un personnage un peu fou, ou s'il a inventé ce personnage, ou qu'est-ce qui s'est passé. Mais il attire vraiment l'attention, surtout pour une chose. C'est-à-dire, il a promis, non? Il a promis que la fin du monde, c'est maintenant, en ce moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voyons quelle raison il trompe, quelle raison il gagne. Qu'est-ce qu'il trompe? Il est encore 18h21, c'est encore le 24, mais ce monsieur, eh bien, il est en train de construire plus que la fin du monde. Ce qu'il dit, c'est que c'est comme si le grand déluge allait arriver le 25 décembre, c'est-à-dire dans quelques heures. Il est 18h21, tout le monde le suit pour voir sa réaction quand le 25 arrivera et qu'il ne se passera rien, même pas une goutte de pluie, non, je m'en vante sinon. Sauf en cas de déluge, tout le monde courra, non? Mais le point, c'est que lui, il jure que le monde va se terminer le 25 décembre avec un autre déluge. Il affirme que Dieu lui a dit de construire 8 arches comme Noé, pour sauver sa famille et repeupler la terre après le déluge. Non, eh bien c'est comme ça, non, la prophétie de ce personnage. Allons dans les détails, non? Qu'est-ce que ce monsieur dit exactement? Comme note curieuse, pas comme note étrange. Pour la fin de l'année, ce n'est pas qu'il manquait quelque chose, ce n'est pas que cette année a tout eu. C'est comme s'il manquait juste la fin. Même si je pense qu'il y en a eu plusieurs, non, j'en ai sûrement raté, mais je crois qu'il y a eu plusieurs fins, disons entre guillemets, plusieurs fins du monde. On fait une pause ici. En plus, il a toute l'attitude, vraiment, il a toute l'attitude, même si ses vêtements ne sont pas bizarres. Non, et puis l'attitude et le groupe, si vous regardez bien, ils sont en train de s'amuser. Pour être honnête, non. Mais bon, il a sa personnalité, c'est sûr, non? Le prophète autoproclamé du Ghana affirme avoir reçu un message divin concernant une inondation mondiale qui commencerait le 25 décembre. Beaucoup d'images qui ne sont pas réelles mais qui montrent une sorte de grand bateau. Quelques images. Oui, parce qu'il construit effectivement quelques embarcations, mais regardez celle-ci, par exemple, celle-ci, ici on voit un peu. L'embarcation qu'il construise était très très limitée. Ce n'est pas vraiment une arche, n'est-ce pas? Mais oui, s'il y a quelques images qui permettent de confirmer qu'ils sont en train de faire des choses. Récemment, le nom d'Ebonoa, alias Noé d'Afrique sur les réseaux, est devenu tendance mondiale depuis le Ghana. Il prétend avoir reçu un avertissement direct de Dieu. Lors d'un nouveau déluge qui commencerait le 25 décembre ou demain à Noël, n'est-ce pas, et qui couvrirait toute la terre pendant 3 ans, selon ce personnage. Ici, il n'avait pas encore de barbe, ici, sa barbe a déjà un peu poussé, n'est-ce pas? Et ici, il a déjà toute l'attitude, il ressemble davantage à un prophète, n'est-ce pas?
Le fait est que, selon le récit, la catastrophe serait si dévastatrice que de nombreux peuples du monde disparaîtraient. C'est pourquoi, dit-il, il passe des mois à construire 8 arches avec pour mission de sauver environ 5000 personnes, en plus des animaux qui, selon lui, arriveront déjà d'eux-mêmes sur les embarcations. C'est-à-dire que les animaux vont s'approcher tout seuls et monter, sur les embarcations. Toutes sortes de vidéos ont circulé, certaines de Botana, d'autres, vous savez, d'intelligence artificielle, non ? Des vidéos diffusées sur Instagram montrent aussi des structures en bois en construction et des adeptes qui croient fermement en ce personnage. D'autres s'en amusent ou s'en moquent. En tout cas, cela a suscité beaucoup d'attentes, beaucoup de curiosité, surtout parce que la date, c'est demain, c'est surtout pour ça, non ? Les autorités scientifiques, et religieuses, évidemment non, elles ne respectent pas cela et disent que ce n'est qu'une blague et qu'il ne faut pas y prêter attention. Ils rappellent qu'il n'existe aucune preuve, qu'elle soit météorologique, géophysique ou autre, qu'une telle chose va se produire. Mais bon, c'est devenu un personnage, ça c'est sûr, ce n'est définitivement pas devenu ça. Un personnage qui, a attiré l'attention. Évidemment non, et qui fait partie, disons, de cette fin d'année si bizarre que nous avons eue. Tellement étrange que, cela montre ces choses, n'est-ce pas ? D'ailleurs, en parlant de ces affaires étranges, de choses bizarres, par là, il y a quelques points que je veux vous montrer. Laissez-moi le mettre ici à l'écran. Voyons si c'est possible. Permettez-moi, ceci est apparu dans l'Atlantique. Selon eux, voyons si vous le voyez, voyons. Permettez, je retire ça là-haut. Ça t'a été vu, voyons. Cela s'est bien passé en Irlande, sur la côte ouest de l'Irlande, par un paquebot transatlantique dans l'Atlantique. Maintenant, c'est bien celui-ci. Et il a pu voir ça. Cette image en plein océan est là. Regardez. Bon. Et dernièrement, vous avez vu qu'il y a quelques jours, un objet comme ça est apparu en Angleterre. C'est-à-dire un triangle. Oui, encore une fois, un triangle est apparu au Royaume-Uni. Et il s'est souvenu de ce fameux cas au Royaume-Uni, justement de l'objet volant non identifié de l'OVNI triangle, il y a de nombreuses années. N'est-ce pas ? En plus, il reste comme en suspension, et il a, cette caractéristique de triangle, n'est-ce pas ? Au fur et à mesure que nous entrons dans les détails de ce que l'on sait à ce sujet, de cette situation, non. Selon ce qui a été rapporté à 3 heures du matin. Emplacement en face de la côte irlandaise, à 1 heure de Boston, il dit depuis l'atterrissage à Dublin. D'accord, donc c'est un vol, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils étaient en train de voler, ils étaient dans un avion. Il dit, l'objet avançait lentement, seule une des lumières clignotait. Cela ressemblait à un objet triangulaire selon l'angle sous lequel il était observé. Bon, c'est ce qu'on a pour l'instant, on va voir si une autre vidéo apparaît quelque part, il dit. La personne qui l'a filmé dit « Le moment étrange où j'ai filmé ça », il dit. La lumière s'est soudainement éteinte, j'ai cru voir un rayon de lumière qui se dirigeait vers lui, et ensuite ça s'est transformé en 4 lumières. J'ai eu peur quand il a semblé changer de direction et passer derrière l'avion. C'est tout ce qu'il a pu témoigner, même si ce qu'il a pu enregistrer, c'est seulement ça, n'est-ce pas ? Cette partie-là, non ? Voilà des curiosités, au moins, qui arrivent parfois. Allons-y, passons à d'autres sujets également importants. Allons-y. Allons-y donc à d'autres sujets, voyez-vous, un autre des sujets également très intéressants. N'est-ce pas que la Force Code a récemment été aperçue, qu'elle s'approche et qu'elle soutient le Venezuela ? À Maduro, approfondissons et voyons ce qui se passe. Mais cela commence évidemment à inquiéter que d'autres forces militaires opèrent dans ce pays. Il y a toute une série de forces militaires d'autres pays. On sait qu'il y a au moins une centaine de personnes de Russie qui opéreraient à l'intérieur. Et cela sans compter le groupe Wagner, mais plutôt des officiers, disons, de Russie, c'est-à-dire des Russes qui sont actuellement en train d'opérer au Venezuela. On connaît le groupe Wagner et d'autres groupes, mais
Mais on n'a pas beaucoup parlé de la façon dont opèrent les Force Codes et de qui sont les Force Codes. Ici, nous vous avons déjà expliqué à peu près qui ils sont. Ce sont ces forces spéciales que possèdent les Iraniens et il est préoccupant qu'elles opèrent à l'intérieur du Venezuela. Selon les rapports, l'Iran est déjà actif au Venezuela. Des agents de la Force Codes opèrent à Caracas, sous couverture diplomatique, et contribuent à soutenir le régime de Maduro dans sa période la plus critique. Selon une enquête qui a été révélée, l'Iran ne soutient pas seulement Caracas avec du pétrole et de la logistique, mais maintient également une structure paramilitaire active à l'intérieur du Venezuela, composée d'agents de la Force Codes. La Force Codes serait le bras international de la force révolutionnaire islamique, spécialisée dans la guerre asymétrique, dans le renseignement et les opérations clandestines à l'étranger. Le chef de la Force Codes au Venezuela serait Ahmad Assadaech Goriay, qui coordonne les opérations et dirige le soi-disant département 11 000, une unité liée à des organisations de libération de la Palestine terroristes internationaux. Le département 11 000 répond à Sardar Amar, désigné par Israël comme responsable de tentatives d'attentats en Australie, en Grèce et en Allemagne. Assadaech serait également lié au département 840 chargé des assassinats ciblés en dehors de l'Iran, et il a participé à des plans de vengeance après le décès de Qassim Soleimani. De l'élimination de ce personnage par Trump, disons qu'ils ont déjà de l'expérience en matière internationale. En parallèle, Assadaech agit actuellement en tant que directeur de l'association culturelle Iran-Amérique latine. Il utilise, selon lui, la recherche comme une façade pour infiltrer la région. Une autre méthode qu'ils utilisent, un autre nom de code serait Mostafa Zangagai, agent de Quad avec couverture diplomatique à l'ambassade d'Iran à Caracas. Avec un passé d'espion au Moyen-Orient et lié aux Houthis au Yémen, il apparaît également comme une figure importante. Il apparaît fréquemment aux côtés de Nicolás Maduro lors d'événements publics, d'hommages officiels et de cérémonies religieuses, ce qui confirme sa proximité avec le pouvoir. Les vols entre Caracas et Téhéran sont également constants, et d'autres agents iraniens présumés liés au ministère de la Défense et à la garde révolutionnaire voyagent avec eux. Hadi Ghaeni, opérateur de la radio d'État iranienne IDIB, est considéré comme un lien historique avec le Hezbollah, le Hamas et les milices irakiennes. L'enquête conclut que, malgré cette présence, l'Iran a une capacité réelle limitée pour défendre le Venezuela. Être à 11 300 km n'aide pas ce groupe à pouvoir opérer. Ils assurent que l'Iran n'est pas un allié lointain, mais un acteur opérationnel à l'intérieur du Venezuela. Cependant, le soutien serait probablement purement symbolique. Ils ne pourraient vraiment pas opérer à grande échelle, même s'ils le voulaient, d'autant plus qu'ils s'engageraient très indirectement dans un conflit armé avec les États-Unis. D'un autre côté, en ce moment, il y a un rapport qui me semble aussi très intéressant. Qu'arrive-t-il à l'OTAN ? Voyons cela. Remarquez que l'OTAN déploie des avions de chasse après les frappes aériennes russes à longue portée. La Pologne, membre de l'OTAN, envoie des avions de chasse cette nuit même et les déploie. Cela laisse entendre la possibilité d'une intervention ou que les Russes entrent en Pologne. Les chasseurs ont déjà été déployés. Après cette nuit d'attaque massive contre l'Ukraine qui remet l'Europe de l'Est en état d'alerte maximale. Les protocoles sont activés. L'alerte est au maximum car la Russie lancerait des attaques aériennes à longue portée, en cette veille de Noël, à l'aube. Des pays membres de l'OTAN et frontaliers avec l'Ukraine ont déployé des avions de chasse comme mesure préventive pour protéger leur espace aérien. Varsovie a aussi déployé des systèmes de défense aérienne, terrestre, des radars et instauré le niveau d'alerte maximal. Les radars et l'armée polonaise. Il a également précisé que l'action aurait été préventive. Il ne compte pas intervenir à moins d'être attaqué. La Russie a lancé 650 drones et 30 missiles selon les autorités ukrainiennes, lors de l'une des attaques les plus intenses de ces dernières semaines. Voilà où en est la situation, restons attentifs.
La Roumanie, autre membre de l'OTAN, a aussi détecté des objets aériens non identifiés près de la frontière et lancé des alertes civiles dans ces zones. Et donc voilà, en Roumanie, il reste un peu plus calme, n'est-ce pas? Et l'alerte maximale, mais bon, eux aussi, hein. Eh bien, c'est comme une sorte de demi-alerte, disons-le comme ça, c'est ainsi que la situation est vécue. Au fait, attention à ce qui se passe en Californie, en ce moment les coupures de courant sont de retour. En Californie, 140 000 clients sont concernés. Cela pourrait correspondre à environ 300 000 à 500 000 personnes sans électricité en Californie. Le problème était déjà résolu, mais le cyclone bombe continue d'impacter la situation, n'est-ce pas? En ce moment, il y a beaucoup de vent et de pluie dans de nombreuses régions de Californie. Et ce qui arrive, n'est-ce pas? Ce qui va se passer dans les prochains jours, n'est-ce pas? Si nous regardons l'image satellite avec un intervalle de 15 minutes, Sansa d'esta o onsitats exoleson. C'est ce qui se trouve au-dessus de la Californie en ce moment. Oui, enfin, en pensant, et au-dessus de l'Oregon, du Nevada, de Washington, du Canada. C'est-à-dire un énorme morceau de nuages en plus, avec d'énormes quantités de vent. Donc on s'attend à beaucoup de précipitations dans cette région de l'ouest des États-Unis. Beaucoup de pluie, vraiment beaucoup, donc, et cela va s'accumuler dans les prochains jours, n'est-ce pas? Si l'on observe les dernières 24 heures, comment ce phénomène de rivière atmosphérique, de cyclone bombe, s'est-il comporté? Tout cela s'est accumulé ici, comme si tous les phénomènes s'étaient réunis. Et pour parler de cette tempête hivernale, pour ainsi dire, parce que s'il s'agit bien d'un cyclone bombe, eh bien, il a été annoncé depuis déjà, quelques jours, non? Là, nous voyons la quantité de pluie qui d'ailleurs arrive aussi un peu vers la Basse-Californie. Mexique, oui, au cours des dernières 24 heures, mais cela s'intensifie aux États-Unis. Cela s'intensifie dans les États de l'Ouest, même si cela progresse aussi vers les États, par exemple, des Grands Lacs. Non, où les États qui sont ici, Chicago et tous ces États, eh bien, ils ont aussi toute cette zone. Forte activité pluvieuse, au moins dans certaines de ces zones, et plus de pluie, plus d'eau se dirige vers là-bas pour les prochaines heures. Pour les prochains jours, restez attentifs à cela. Comment ça s'est passé pour vous? Un grand merci de nous avoir accompagnés pendant ce moment, d'être ici, connectés. Un immense merci à toute la communauté qui nous accompagne. Merci à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Merci de vous être abonnés. Salut, comment vas-tu? La Magico Luna? Salut, il dit. Je n'ai pas à dire grand-chose, un immense merci. La Magico Luna, je t'envoie un grand salut. Et donc, avec grand plaisir, nous sommes ici pour essayer de vous apporter le résumé de ce qui se passe dans le monde. Et en plus, c'est bien de créer une communauté, de pratiquer, de discuter un peu, ce serait vraiment génial. Je souhaite à ceux qui célèbrent Noël, à ceux qui célèbrent le réveillon, de passer un très bon moment, n'est-ce pas? Qu'ils mangent de très bonnes choses. Ceux qui ont d'autres célébrations, que ce soit Jeannot ou autres, eh bien, pareillement. Une énorme accolade à tous et merci d'être ici. N'est-ce pas, connectés? Il y a donc de multiples moments de célébration, même le Nouvel An lui-même, n'est-ce pas, qui est aussi fêté, non? Ici, je disais qu'il serait super de partager ce que nous attendons, mais pas pour 2026. Salut Fernando Ocampo, comment vas-tu? Très bien El Benedicto, et toi, comment tu vas? Bonjour, comment vas-tu Jorge Luis Lopez, comment as-tu été? Salutations jusqu'à Oaxaca, Mexique, très bien Adrien Gilbert. Salutations jusqu'en Espagne, comment vas-tu Adrienne? Comment ça s'est passé pour toi? J'espère que tout va très bien. L'autre jour, je me suis souvenu d'une chanson que je ne sais pas comment je l'ai trouvée, mais de temps en temps, je la mets. On grignote ensemble. Je l'ai écoutée sur YouTube. C'est-à-dire, quelqu'un a mis une vidéo sur YouTube et je me suis dit, celle-là, il faut que je l'aie dans la voiture pour la mettre. Non. Et c'est quelqu'un du coin qui tout à coup commence à dire quelque chose comme « Moi, je suis allé à la campagne ». Mais c'est vraiment quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a commencé à chanter là avec son portable, non? Quelque chose comme ça, non? Et donc, quelqu'un lui a mis de la musique et ils ont ajouté une petite touche. Et c'est très drôle, non? Je suis allé à la campagne, je ne sais pas si vous l'avez vue, je vais essayer de vous la montrer ce soir, mais elle est géniale, je suis allé à la campagne. Et c'est quelqu'un de là-bas, d'Espagne,
pas quelqu'un d'ailleurs. On le dit. Bon, j'imagine que c'est devenu viral ou quelque chose comme ça, parce que quand je suis tombé dessus, il y avait déjà plein de vues, dit-il. Nicole. Et Franco, aussi depuis l'Espagne, dit bon après-midi. Non, non, bonsoir pour là-bas, n'est-ce pas? Il dit ici, je cuisine pendant que j'écoute. Nous vous souhaitons à tous une belle soirée, dit-il, un beau réveillon, où que vous soyez, et que la lumière de votre cœur brille d'amour. Franco et Nicole, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, profitez de ce dîner, n'est-ce pas? Excellent, Bénédicte, il dit oui, exactement, le triangle typique. Salut Bénédicte, il dit. Saül, ça va? Tout va bien? Merci beaucoup Saül, portez-vous bien, dit la pépite d'or officielle. Comment ça va? Salutations. Très bonne soirée Nightbot. C'est vrai qu'il devient intense avec les lettres majuscules, n'est-ce pas? Eh bien oui mon gars, salutations. Encore une fin du monde, non? Je sais. Bon, au moins celle-ci était créative, non? Celui-là y a mis du cœur, je veux dire. Il a même fait ses petits bateaux et tout. Je veux dire, au moins, il a fait quelque chose, non? Je veux dire, non, il n'a pas juste mis le costume comme ça et tout. Au moins, c'était différent. Salut Anna, comment tu vas? Des miennes? Oui, comme ça, des miennes. Salut, comment tu vas? Très bien, un grand salut aussi, hein? Que dites-vous? Salutations de Mendoza, Argentine, merci. Comment ça va, Alex? Qu'il dit très bon après-midi à toutes, à tous, toutes et tous. Il dit super, bon écoutez, on se voit tout à l'heure. Il dit je connais, super, c'est génial. Ney, bon allons-y, salutations. Nancy, salutations à toute la communauté qui nous accompagne. On se voit dans un petit moment, on continue à discuter, passer une excellente veille de Noël, si on ne se voit pas plus tard, mais on sera là pour transmettre plus tard. Bonjour Patrie, bonjour à toute la communauté et à ceux qui nous regardent en différé. À bientôt. Merci de regarder le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.